Aujourd'hui, je suis à la BN, à la Bibliothèque nationale de France, au département des cartes et plans, dans cette magnifique salle de lecture, parce que je voulais bien entendu vous montrer une carte et vous en raconter l'histoire. Alors regardez cet objet, ce n'est pas un livre, c'est un étui, une sorte de trompe-l'œil, qui provient de la bibliothèque du roi Louis XVI, et j'en extrais une des 180 planches de ce qu'on appelle la carte de Cassini. Pour être plus exact, il faudrait parler de la carte des Cassini, parce que plusieurs générations de cartographes ont travaillé sur ce projet. Et quand on l'ouvre devant soi, il y a deux choses qui frappent tout de suite. La première, c'est la grande précision des données fournies. Puis la deuxième chose, c'est tout simplement la beauté de cette carte, qui est un peu particulière, puisqu'elle a été rehaussée à l'aquarelle, puisque c'est un exemplaire royal. Alors évidemment, on se pose la question, comment est-ce qu'un tel chantier, une telle entreprise a été possible, et sur plusieurs générations? C'est ça que je voudrais essayer de vous raconter aujourd'hui. Tout commence en 1666, lorsque Colbert décide de fonder l'Académie royale des sciences, dont la mission est, je le cite, « d'approcher les choses que personne n'a jamais vues et les pensées que personne n'a jamais eues ». Dans ce tableau, on voit Colbert, alors contrôleur général des finances du royaume, qui présente au roi Louis XIV les premiers membres de cette nouvelle académie, parmi lesquels on trouve par exemple le physicien et astronome néerlandais Christian Huygens. Car en cette fin XVIIe, la recherche des compétences est au cœur des préoccupations des États, qui rivalisent entre eux pour attirer les plus grands esprits à leur service. Dès sa première assemblée, le 22 décembre 1666, l'Académie décide de la construction d'un observatoire qui doit servir de lieu d'expérimentation pour les mathématiciens et pour les astronomes. Le projet, qui est esquissé à l'arrière-plan du tableau, est confié à l'architecte Claude Perrault, à qui l'on doit déjà l'aile est du Palais du Louvre. Puis il faut trouver un terrain dans la capitale. Et c'est ici, à l'extérieur de la ville, sur une parcelle suffisamment dégagée, que l'on choisit d'implanter l'Observatoire royal, situé dans ce qui est aujourd'hui le 14e arrondissement de Paris. L'orientation du bâtiment est calculée avec le plus grand soin, et le 21 juin 1667, donc jour du solstice d'été, les mathématiciens de l'Académie tracent au sol les plans de l'édifice. Son axe de symétrie définira l'orientation du méridien de Paris, une sorte de ligne imaginaire traversant le bâtiment et reliant le pôle Nord au pôle Sud. Ce méridien virtuel va en fait avoir une utilité tout à fait concrète puisqu'il servira de référence au calcul des longitudes et permettra de déterminer avec une bonne précision la circonférence de la Terre. Alors, à l'échelle du royaume, ce méridien de Paris va permettre de relever, par le procédé de la triangulation, la première carte géométrique de France. De quoi s'agit-il? La triangulation est un procédé qui consiste à remplacer la mesure directe d'une distance, réalisée généralement à l'aide d'une roue ou d'une règle, par une mesure indirecte fondée sur le calcul trigonométrique. Cette gravure va maintenant nous aider à en comprendre le principe. Le problème qui est posé ici est quelle est la largeur de ce fleuve? Donc, approximativement, quelle est la distance entre l'observateur et cet arbre situé sur l'autre rive, donc difficilement accessible? Comment résout-on ce problème? On commence par déterminer deux points, pas trop éloignés et faciles à mesurer avec précision. Imaginons ces deux points distants de 10 mètres. À l'aide d'un système de visée monté sur un rapporteur, on pointe ensuite l'objet dont on souhaite connaître l'éloignement, puis le point que l'on sait être éloigné de 10 mètres, et ces deux visées permettent de lire sur le rapporteur l'angle formé par ces deux droites. Et en répétant l'opération au deuxième point de visée, on obtient la mesure du second angle. Donc, récapitulons. On souhaite connaître la distance x. On connaît la distance d, à savoir 10 mètres. On a mesuré les deux angles. Imaginons que l'angle alpha fasse 85 degrés et l'angle bêta 50 degrés. Il ne reste plus alors qu'à appliquer une formule de trigonométrie pour connaître la distance x. Et en reportant les mesures de notre exemple,
On peut ainsi déterminer que l'arbre est situé à un peu plus de 10 mètres de l'observateur. Eh bien, c'est ce même principe de triangulation appliqué à des distances plus importantes qui va donner naissance à la cartographie moderne. En 1667, donc un an à peine après la fondation de l'Académie des sciences, l'abbé Jean Picard entame la mesure d'une succession de triangles formés par des villes et des villages situés le long du méridien de Paris. Ces relevés que vous voyez sur ce document d'époque lui permettront de déterminer la longueur de cette portion du méridien et par extension d'estimer la circonférence de la Terre. Elles lui permettront aussi de relever les coordonnées exactes des villes et villages susceptibles de servir à l'élaboration d'une carte précise de la région. Alors Colbert saisit très vite l'intérêt de tels relevés et demande dès 1668 que soient établies des cartes du royaume les plus exactes possibles. Il sollicite donc l'une des sommités dans le domaine de l'astronomie, l'italien Gian Domenico Cassini, et lui offre de superviser les travaux de finition de l'Observatoire royal. Jean-Dominique Cassini prend ensuite la nationalité française, il devient membre de l'Académie des sciences et le premier directeur de l'Observatoire royal. Persuadé que l'astronomie et les mathématiques constituent des outils indispensables à une représentation utile du monde, l'Académie décide de cartographier les environs de Paris selon la méthode de triangulation mise au point par l'abbé Picard. La carte est publiée en 1678. Elle ne fait figurer ni route ni relief, son objet principal étant de reporter le plus fidèlement possible les positions relatives des différents lieux entre eux. Et le succès de cette première édition va inciter l'Académie à poursuivre l'aventure cartographique. Depuis l'Observatoire, et en prenant comme référence le méridien de Paris, Cassini, Picard et plusieurs générations d'ingénieurs et de savants vont se mettre au service de la mesure du royaume. Dans les années 1680, une seconde opération est lancée qui vise par le calcul des longitudes à relever le tracé des côtes du pays et à les comparer avec les tracés existants. Regardez, les résultats sont surprenants. Le Cotentin, la Bretagne, les côtes de l'Atlantique ou la Provence accusent alors un sérieux recul, ce qui d'ailleurs fera dire au roi que ces messieurs de l'Académie lui ont fait perdre plus de territoire que tous ses ennemis. Telle une nouvelle évidence, apparaît la nécessité d'une cartographie précise du royaume, qui s'impose donc aux yeux du pouvoir monarchique. Reste maintenant à déterminer un cadre général permettant d'assurer la cohérence et la faisabilité d'un projet qui prendra certainement des décennies à se réaliser. Alors, tirant parti des améliorations techniques qu'il apporte aux instruments de relevé, l'abbé Picard préconise de commencer par la mesure de ce qu'il appelle la traverse Dunkerque-Perpignan, qui permettra de déterminer assez précisément la mesure nord-sud du royaume. Puis il propose d'établir un canevas général de la France, selon les termes de l'Académie, c'est-à-dire un maillage composé d'une chaîne de triangles le long de la traverse Dunkerque-Perpignan, et aussi le long des fleuves, des côtes et des frontières du royaume. Eh bien, ce premier maillage constituerait le châssis sur lequel s'accrocheraient les nouvelles triangulations permettant de cartographier les espaces demeurés vierges. L'idée est donc ingénieuse, mais Picard meurt en 1682, Colbert en 1683, et le projet du canevas géométrique de la France est donc ralenti. Et ce ne sera qu'une soixantaine d'années plus tard, sous le règne alors de Louis XV, que le canevas de la France sera finalement édité. Louis XV est convaincu de l'utilité de poursuivre ce travail d'inventaire et de mesure au service de la cartographie. Et en 1747, le roi demande à César-François Cassini, donc troisième du nom, de terminer la carte entamée par son grand-père. Mais 9 ans plus tard, les caisses du royaume sont vides et l'État cesse de financer le projet. Alors Cassini fonde alors, avec le soutien du roi, la Société de la carte de France. Cette entreprise de droit privé rassemble une cinquantaine d'actionnaires. Leurs apports financiers ainsi que la vente des cartes doivent permettre de mener à bien la couverture cartographique de tout le royaume. Le 10 août 1756 est mise en vente la première des 180 planches qui composeront la carte détaillée du royaume. Le prix de vente est élevé et pourtant la carte de Paris est un succès et l'on annonce la parution d'une nouvelle planche par mois.
Les publications se succèdent en un peu plus de 3 décennies. On voit les cartes de Beauvais, Fontainebleau, les cartes d'Amiens. Ainsi, la plus grande partie du royaume est cartographiée quand éclate la Révolution française. En 1793, la Convention prononce la dissolution de l'Académie royale des sciences. Les planches de la carte générale de France sont alors confisquées et confiées aux militaires qui en assureront la conservation et la mise à jour. Mais ils interdiront, au nom de la sécurité nationale, la diffusion auprès du public des cartes de Cassini jusqu'en 1815. Voilà, alors on mesure bien ainsi l'ampleur de l'entreprise et aussi la grande utilité de la carte à l'époque pour l'amorce de la gestion et de l'aménagement du territoire national. Mais la carte de Cassini est toujours utile aujourd'hui pour les archéologues, les généalogistes, les historiens du paysage. Mais sachez que si vous vous intéressez à la toponymie, a été développé un outil actuel sur Internet qui consiste à superposer des photos satellites du territoire national d'aujourd'hui et les cartes de Cassini. Vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Alors, vous pouvez utilement lire Cartographie de la France et du monde, de la Renaissance au siècle des Lumières. C'est un livre de Monique Pelletier, édité par la BN. Et puis une expo au château de Versailles, Sciences et curiosités à la cour de Versailles, jusqu'au 13 avril 2011.